Alors, moi, je suis conseiller efficacité énergétique à la CCI du Grand Est. Et on travaille en partenariat avec la région Grand Est et l'ADEME dans le cadre d'un programme qui s'appelle Climaction. Donc, Climaction, pour résumer, il y a deux volets à ce programme, un volet de financement et de subvention de projet et un volet d'accompagnement opérationnel donc, qui est porté par la CCI. Donc, on accompagne les entreprises sur tout le territoire du Grand Est, donc que ce soit sur la partie énergétique ou sur la partie économie circulaire. Voilà. Et notre accompagnement, il est à reste à charge zéro pour les entreprises. Donc, faire appel à nous, ça sera gratuit. Et comme disait ma grand-mère, gratuit, c'est pas cher, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Euh, donc voilà. Et nous, on est vraiment un accompagnateur de premier niveau sur les questions de transition énergétique pour les entreprises. Donc on les aide à y voir un peu plus clair sur cette thématique. Donc on a trois parcours d'accompagnement, un parcours énergie, un parcours économie circulaire et un parcours climat. Les trois parcours, ils ont à peu près la même philosophie, c'est-à-dire que vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment de votre démarche, que ça soit tout au début pour mettre en place des diagnostics ou quand vous voulez investir et que vous avez des projets, que vous cherchez des solutions techniques, des prestataires ou du financement. Donc voilà, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la CCI Grand Est. Je vais passer rapidement pour rentrer vraiment sur le cœur du sujet qui est la gestion énergétique dans les entreprises. Donc avec mes collègues sur le Grand Est, on accompagne à peu près chacun une centaine d'entreprises sur la thématique de l'efficacité énergétique. Et le retour d'expérience qu'on a de ces accompagnements, c'est qu'aujourd'hui, du fait que l'énergie coûtait pas cher historiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant la conférence, c'est que c'est un sujet qui est mal maîtrisé et, par les entreprises et qui est encore un peu flou aujourd'hui. Donc il y a très peu d'entreprises qui sont dotées de compteurs énergétiques et de systèmes d'acquisition des données. Il y a très peu d'entreprises qui ont des ordres de grandeur sur la répartition de leur consommation d'énergie sur site, savoir quelle machine consomme le plus, voilà, quels sont les ordres de grandeur de consommation. Même certaines entreprises ne connaissent pas leur niveau de consommation en kilowattheure aujourd'hui. La dernière chose, c'est que les données gratuites qui sont à disposition des entreprises, elles sont sous-exploitées. Et, euh, et voilà. Et nous, on fait une première sensibilisation sur l'exploitation des données gratuites. Et la première donnée, c'est les factures d'énergie. Donc sur vos factures d'énergie et sur les factures d'énergie des entreprises, il y a déjà énormément de choses qui peuvent être pertinentes pour un premier niveau d'analyse. La répartition entre les heures pleines et les heures creuses, les taux de taxation qui sont appliqués sur les différentes énergies, euh, le niveau d'abonnement, de puissance souscrite, de puissance atteinte, savoir si vous payez des dépassements, si vous payez de l'énergie réactive. Tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui pas très suivies par les entreprises du retour d'expérience qu'on a. Et, c'est dommage parce que ça permet de mettre le doigt sur pas mal de choses, de voir ce qui se passe par exemple pendant les périodes d'heures creuses quand il n'y a pas forcément de production, la nuit ou les week-ends. Donc voilà, sur les factures, il y a déjà pas mal de données qui sont intéressantes et pertinentes à aller récupérer et à exploiter quand on veut se lancer dans une démarche de performance énergétique. La deuxième chose, c'est l'exploitation de la courbe de charge. Donc la courbe de charge des entreprises, généralement, vous pouvez la demander gratuitement à votre fournisseur d'énergie. Et ça va vous permettre de voir votre profil énergétique, donc de voir ce qui se passe assez précisément toutes les 10 minutes, quels sont vos appels de courant. Donc quels sont vos appels de courant la nuit quand vous ne produisez pas, voir la différence d'une équipe à une autre, d'un changement de production par rapport à un autre. Donc pareil, c'est souvent la courbe de charge, c'est une donnée qui est aujourd'hui quasiment pas exploitée par les industriels. Il y en a très peu qui savent qu'ils peuvent la demander gratuitement à leurs fournisseurs, et il y en a encore moins qui exploitent les données. Donc ça, vous pouvez voir vos pics de consommation, vos talons de consommation, etc. Donc une démarche de premier niveau, si vous voulez pas vous lancer dans un audit tout de suite, utiliser ces données-là,
c'est déjà un premier moyen de faire de l'efficacité énergétique et de faire du suivi énergétique. Et le dernier point, c'est toutes les informations que vous allez avoir directement sur votre parc machine. Quelle puissance électrique vous avez sur vos machines, quelles sont les puissances installées, quelles sont les puissances plaquées sur les moteurs, euh, le relevé des heures de fonctionnement de vos différents équipements qui vous permettent de faire des premières cartographies énergétiques et d'avoir des premiers ordres de grandeur de répartition sur vos consommateurs d'énergie. Donc toutes ces données qui sont gratuites et facilement accessibles, je vous invite vraiment à vous y intéresser et à les regarder de plus près parce que dans un contexte énergétique où le prix des énergies fait qu'augmenter, surveiller ces données, c'est un premier pas dans la démarche des économies d'énergie en entreprise. Voilà. Oui, alors, je vais me mettre debout. Ouais, ouais peut-être pas. Ouais, voilà. Ok, donc Lionel Robe, je représente le bureau d'études plein air que je vais vous présenter déjà en 2 slides. Euh, je vais m'asseoir, sinon je ne verrai pas très bien. Donc, plein air, en fait, c'est un bureau d'études franco-suisse d'ingénieurs conseils en efficacité énergétique. Donc, on est actif sur l'ensemble des solutions liées à l'énergie, que ce soit pour la partie audit, mais aussi pour de la partie ce qu'on appelle maîtrise d'œuvre, donc du design ou de l'ingénierie d'installation. Un point important, c'est que l'entreprise est indépendante de tout fournisseur d'énergie ou de solutions, et notamment 80% du capital est détenu par 6 cadres. Le fondateur est parti en retraite il y a quelques années, il a remis l'entreprise à 6 cadres. Le reste du capital est aussi détenu par un certain nombre de salariés de l'entreprise. On a une équipe de 120 personnes réparties entre la France et la Suisse. Alors, la boîte étant d'origine suisse, il y a quand même plus de monde en Suisse, avec 100 personnes en Suisse et une vingtaine de personnes en France. L'équipe en France bénéficiant aussi du soutien logistique et sur certains points techniques de nos collègues suisses. Typiquement, on a des ingénieurs spécialisés sur la mobilité, sur l'hydrogène, sur le froid, quand on a des besoins particuliers. D'accord. Le siège de plein air en France est à Val-d'Aon. Val-d'Aon, c'est vers Besançon. On a une dizaine de collaborateurs. On a une agence à Chambéry depuis 2017 avec 7 personnes et une agence désormais à Lyon qui est plutôt focalisée sur les sujets photovoltaïques et innovation. La plupart des gens chez nous sont des gens fortement engagés sur les questions de transition énergétique. Mais on sait par contre que si on veut faire de la transition énergétique et apporter des solutions à nos clients, il faut avoir une approche pragmatique et qui colle au terrain. On a une bonne connaissance du milieu industriel depuis de nombreuses années et on a vraiment une prestation qui est 100% au service du client. Donc on n'a pas de rétribution par des tiers, typiquement des installateurs ou des obligés sur tout ce qui est CE2E. Et on essaye de garder la réactivité d'une petite structure. Alors le petit exemple là, il montre un peu les prestations qu'on est capable de dérouler. On est capable de faire de l'audit énergétique, mais également derrière d'accompagner sur la mise en œuvre, donc en fait de faire le design de l'installation, la conception détaillée avec les diamètres de conduite, le PID pour la régulation, tout ce qu'on veut en fait. Derrière, on lance un appel d'offres pour les entreprises, on sélectionne avec le client les entreprises, et puis ensuite on fait du suivi de chantier, et on peut réceptionner les installations et travailler aussi sur la mise au point pour faire en sorte qu'elles atteignent leur niveau de performance. On accompagne aussi certains clients sur les ISO 50001 et voilà, on a un certain nombre de qualifications au PQI-BI, donc on est RGE, ce qui fait que certaines de nos prestations peuvent être aidées par l'ADEME. Et on est aussi un des organismes de formation dans le cadre du programme ProRFEI qui forme des référents énergétiques en industrie. Juste un petit exemple d'un des clients industriels qu'on accompagne depuis environ 8 ans, c'est une entreprise Signogiro à Bellefontaine dans le Jura, qui fait des panneaux de signalisation. On a commencé avec eux sur un petit sujet de ventilation dans leur restaurant d'entreprise. Puis derrière, ils nous ont sollicité pour un audit énergétique. On a mis en place la récupération de chaleur sur leurs compresseurs. On les a aidés sur le remplacement de centrales de traitement d'air pour leur cabine de peinture.
On a mis en place un très gros plan de monitoring qui monitore tout le site entre 2019 et 2021. On les a accompagnés dans le cadre de leur certif ISO 50001. On a formé 2 gars de chez eux à ProRFEI. Cette année, ils avaient des besoins sur le décret tertiaire, donc on leur a filé aussi un coup de main pour régler ça. Et là, on est sur 2 derniers sujets qui sont du photovoltaïque, où là, ils sont avec un contractant. Donc on les a plutôt aidés à relire le contrat et puis à mettre en évidence un certain nombre de points pour bien verrouiller certains points. Et on a un sujet avec eux sur la récupération de chaleur fatale pour un four émaillé. Je vais ensuite vous proposer, vous expliquer rapidement ce qu'est un audit énergétique. Et dans la présentation que je vais faire, vont intervenir en fait Vincent Hollot de Sacré d'Europe chez qui on a fait un audit, et Bertrand Sensé pour l'abbaye d'Assé. Donc je propose qu'avant que je passe sur la partie audit, déjà Vincent présente Sacré Europe et puis ensuite Bertrand l'abbaye d'Assé. Ce qui est prévu. Voilà. Donc c'est Vincent. Donc bonjour à tous, Vincent Hollot, directeur d'usine de Sacré d'Europe. Donc Sacré d'Europe est une filiale du groupe Sacred qui compte 60 millions d'euros de CA principalement dans l'automobile et 600 salariés dans le monde sur 8 filiales. Je ne vais pas vous parler plus longtemps du groupe, je vais avant tout vous parler de l'entreprise que je représente. Donc Sacré d'Europe est basée à Vieux-Tannes. Elle est née dans les années 89. Elle compte 60 salariés sur site. Elle fait aux alentours de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On produit 200 tonnes de caoutchouc injecté en injection caoutchouc. Donc l'énergie pour nous a beaucoup de sens puisque on chauffe des presses à 200 degrés. On a un parc presse de 35 presses à peu près. Et donc ça avait du sens de faire cet audit. Au niveau activité, donc slide suivante s'il vous plaît Jean-Michel. Niveau activité, on a 3 grosses activités sur le site de Sacré d'Europe. On fabrique des pièces automobiles en caoutchouc, notamment des joints de colonne de direction. On fabrique également des soufflets d'amortisseurs par technique de soufflage, donc qui sont un mélange de plastique et de PDM. Et on a enfin une activité pour l'industrie électrique, pour la moyenne tension, où on vient surmouler du caoutchouc sur des inserts de cuivre et d'aluminium pour conduire du 20 000 volts. Voilà. Ensuite, notre usine, c'est quand même important. Quelques données importantes de notre usine. On a 6 000 m² de surface, dont 1 000 m² de tertiaire. On a 8 mètres de hauteur sous plafond. Donc, je vous laisse imaginer le volume à chauffer en hiver. On a à peu près 2500 MWh d'électricité dépensée par an, ce qui fait environ 200 000 euros de dépenses d'électricité annuelles. Et au niveau du gaz, c'est plus faible, mais on a 500 de mémoire, 500 MWh de consommation de gaz. Donc à peu près aujourd'hui 30 000 euros par an. Demain, vraisemblablement, puisqu'on doit signer nos contrats en juin, ce sera vraisemblablement x4 voire x5 sur un site qui fait 7 millions d'euros de CA. Donc l'énergie qui jusqu'à présent n'était pas du tout un sujet de préoccupation, nous étions orientés sur la matière et la main-d'œuvre, devient demain un des sujets principaux pour notre entreprise. Et je voudrais aussi conclure un peu sur le contexte de l'entreprise, puisque 2019, c'est l'apogée de l'industrie automobile. Donc 2020, le Covid, le confinement, ensuite les pénuries de puces semi-conducteurs et aujourd'hui la crise géopolitique en Ukraine font que l'activité a baissé. Et donc on est passé d'un modèle économique de production de masse à des productions beaucoup plus faibles. Et naturellement, quand vous avez des productions plus faibles, les facteurs qui étaient jusqu'à présent insignifiants tels que l'énergie deviennent beaucoup plus importants. Voilà. Merci Vincent. On va laisser la parole à Bertrand pour présenter Electrolyse Abbaye d'Assé. Tu veux prendre la place à côté Bertrand ou voilà, c'est un peu plus facile, changer avec Lionel. Voilà. Donc Bertrand Sensé, directeur d'Electrolyse Abbaye d'Assé. Donc on est une entreprise de traitement de surface située dans le Jura, à 30 km de Besançon. Donc on est une entreprise atypique puisque nos actionnaires, c'est une communauté de moines monastiques, donc des cisterciens. Donc on est basé vraiment dans on peut voir sur les photos, hein, on est dans un cadre de verdure assez sympa, j'allais dire, on n'est pas du tout dans une zone industrielle. Hein. Et puis on a des installations qui sont fortement automatisées. Aujourd'hui on est 19 salariés laïcs et puis il y a 3 frères encore qui travaillent dans l'entreprise à temps plein. Donc on fait du dépôt électrolytique en vrac, donc seulement au tonneau. Donc on va déposer sur des substrats donc cuivreux, acier ou inox.
Et puis on peut faire des prototypes jusqu'à de la très grande série. Les métaux qu'on va déposer vont être le cuivre, le nickel, l'étain, l'argent et l'or. Puis nos principaux secteurs d'activité, hein, ça va être les équipementiers électriques et puis l'automobile. Près 40% chacun. Puis ensuite, on a un petit peu d'aéronautique, un petit peu de transport. Donc nous, en étant entreprise électrolyse, j'allais dire, on est des grands consommateurs au point de vue énergétique. Et puis, comme vous pouvez dire, hein, c'était un domaine au final qu'on ne regardait pas trop. Et puis depuis ces dernières années, donc depuis la dernière année principalement, hein, ça a fortement changé. Hein. Les coûts énergétiques ont bien évolué. Puis donc on s'est rapproché de l'entreprise, du Perfoest et puis de l'entreprise plein air, donc pour faire ce diagnostic énergétique. On va pouvoir discuter avec Lionel Rob tout de suite. Ok, merci, merci Bertrand. Lionel, je te laisse reprendre la suite, peut-être prendre ta place. Voilà. Un peu de jeu de taquin, mais c'est plus facile. Alors, l'audit énergétique, en fait, il se décompose en deux grosses parties. Une première partie où là, on va prendre connaissance du site et en fait, on va instrumenter le site pour vraiment comprendre comment il fonctionne. Donc, à la fois pour nous, c'est comprendre comment fonctionne le site et c'est comment vous utilisez, comment l'industriel utilise ces machines, ces outils de production. Et c'est mettre en place du matériel de mesure aussi pour mesurer les consommations des différents postes sur la machine. Donc cette première phase d'analyse de données, elle se fait vraiment in situ en collaboration avec le client et on déploie du matériel de mesure à ce moment-là. Donc c'est du matériel de mesure qu'on vient mettre pour mesurer les départs électriques ou on peut aussi mettre des compteurs de chaleur ou on peut aussi mesurer de la sortie impulsion. L'intérêt du matériel qu'on déploie, alors c'est un peu dans le cadre, on pourra en parler dans le cadre du salon, de salon sur la digitalisation, c'est que c'est du matériel qui communique sans fil avec un protocole de communication qui s'appelle LoRa. Donc on est en réseau opéré. Donc on est une espèce de, on met en gros, pour faire simple, on met une box. Et en fait, chaque appareil remonte les données vers la box. Et ensuite, la box remonte les données vers une plateforme cloud. Et sur ce cloud, en fait, on crée un certain nombre de graphiques, ce qui permet en fait derrière, à la fois à nous, mais aux clients, de suivre en temps réel les consommations d'énergie. Donc c'est vraiment intéressant à la fois pour nous parce que même à distance, on arrive à voir ce qui se passe et à interagir avec le client. Et puis, c'est aussi intéressant pour le client parce qu'il découvre en fait ce qu'est le monitoring énergétique. Donc, la première phase, là, je vous l'ai mis, c'est la phase qu'on appelle on va dire de découverte du site où nous, on fait un premier rendu où voilà, on formalise un petit peu ce qu'on a vu et comment est organisé le site et comment il marche. Alors, ça vous fait aussi, pour le client, ça lui fait un espèce de récap qu'il n'a pas forcément. Puis, ça permet aussi de bien nous mettre d'accord en écrivant un certain nombre de choses. Il y a un côté un peu littéraire, hein, mais ça nous permet de bien nous mettre d'accord et d'être sûr qu'on a bien compris. Cette première étape où on va monitorer donc on va mettre du matériel de mesure à disposition, on en installe, l'industriel, le client en déplace aussi un certain nombre, et en fait ça va nous permettre de mesurer les consos et de comprendre comment sont répartis les consos. Donc on voit les consos, à tout instant on peut revenir en arrière pour voir ce qu'a consommé par exemple une machine pendant la nuit ou pendant le week-end, et puis derrière en fait ça va nous permettre de sortir une espèce de pieuvre, voilà, ce qu'on appelle un diagramme Isanke, qui va en fait permettre de comprendre comment sont réparties les différentes consommations d'électricité annuelles ou de chaleur du site entre les différents consommateurs. Et ça permet à l'industriel de prendre conscience de qu'est-ce que le gaz ou qu'est-ce que par exemple ces compresseurs représentent dans sa consommation totale. Donc ça c'est une vision annuelle, mais on peut aussi la faire en regardant ce qui se passe le week-end pour comprendre par exemple quand le week-end l'usine est fermée, qu'est-ce qui consomme encore dans l'usine, qu'est-ce que représente la consommation aussi du week-end ou hors occupation par rapport à la consommation annuelle. Et ça permet en fait, voilà, c'est vraiment cette première phase qui permet à tout le monde de prendre conscience de l'importance de certains postes. Moi, les premières fois qu'on a déployé ce matériel, je me rappelle, c'était un client que je rencontre à un salon comme ça, un gars du Haut-Jura que je connaissais par ailleurs parce qu'on se fréquentait sur les courses de ski. Et puis il me dit, ouais, chez nous, on a vraiment un truc super à faire, là, il faut qu'on bosse sur l'éclairage. Voilà, on a fait le monitoring. Il a vu que les consommations d'éclairage étaient 1,5%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait sur l'éclairage, mais ça lui a vraiment permis aussi de voir factuellement où se trouvaient les enjeux. Je propose de passer peut-être un petit coup la parole à Vincent et Bertrand pour qu'ils fassent un petit retour aussi sur cette première phase d'audit de compréhension de comment marche le site et qu'est-ce qu'il consomme en fait. Oui, donc nous, on a, première étape, hein, ce qu'on a dit, on a commencé à monitorer donc, le site, donc la consommation globale, et puis on est parti sur les petits pôles hein, pour voir un petit peu les gros consommateurs. Donc on a pu se rendre compte, par exemple, que nos étuves de séchage,
savait pas forcément auparavant que c'était un très gros consommateur pour nous en fait, énergétique. Ça nous a permis de vraiment sortir les trois principaux consommateurs en énergie, qui étaient nos étuves de séchage, pour lesquelles on ne savait pas forcément cette quantité, la chauffe de nos bains, et puis également donc, les aspirations d'air. Donc une fois qu'on a eu ça, on a pu un petit peu cibler donc, des actions sur ces différents pôles, on va dire sur ces différents secteurs enfin, qui consomment fortement en énergie. Donc on a pu mettre en place de l'automatisation sur des étuves. On a également travaillé sur la chauffe de nos bains. Donc on a pu mettre de la couverture en place de nos bains pour également essayer de diminuer la consommation en couvrant les bains et puis en diminuant la consommation au niveau de la chauffe des bains. Mais en tout cas, la phase monitoring est vraiment importante parce que ça nous permet vraiment de cibler les plus gros consommateurs d'énergie dans l'entreprise. Et en plus, avec l'entreprise plein air, on a vraiment trouvé des gens très motivés, on va dire, hein, et ça a donné une certaine dynamique au sein de notre entreprise. Parce que bon, c'est quelque chose qui ne s'intéressait pas forcément. On a intégré donc, des personnels maintenance pour gérer ça avec l'entreprise plein air. Et puis, ça a vraiment motivé les équipes en interne. Et des actions ont été mises en place très rapidement. Et l'action venait vraiment des personnes du terrain hein, pour dire voilà, on peut faire ça, on peut faire ça. Et le fait de pouvoir, une fois qu'on a mis l'action, on peut voir quasiment en direct en fait hein, l'effet de l'action par rapport à la plateforme. Hein. Et donc, c'est vraiment motivant aussi de se dire voilà, on a mis telle action en place lundi par exemple, et dès le mercredi, on peut commencer déjà à voir qu'il y a un impact en direct en fait sur la consommation énergétique. Et ça, c'était vraiment très motivant et ça continue encore de motiver les équipes. Juste pour enfoncer un peu le clou, effectivement, il y a 10 ans, on utilisait du matériel de monitoring où on mettait le matériel en place, ça enregistrait dans une carte mémoire, et puis ensuite on revenait au bureau, on récupérait le matériel 2 semaines après, on dépouillait, on retournait voir le client avec les courbes et compagnie. Là, les outils qu'on a qui sont interactifs, ils permettent vraiment de créer un lien aussi entre l'ingénieur efficacité énergétique chez Planair et les personnes sur site. Et en fait, ça crée... alors, moi, j'ai des gars qui sont dynamiques, mais le fait aussi qu'on ait un outil qui permet vraiment cette interaction, et en gros, on s'appelle « Ah tiens, t'as vu, c'est quoi ce bordel comment ça se fait que t'as 40 kW tout le week-end » En fait, ça permet vraiment de créer du lien et d'avoir une réactivité et d'embarquer les gens dans la démarche. Et ils deviennent, en fait, ils comprennent comment ça marche, ils comprennent ce qu'ils consomment, et ça leur permet vraiment c'est vraiment un plus d'un point de vue création d'une dynamique qui va perdurer après l'audit. C'est ce qu'on cherche. Oui, donc pour rebondir sur ce que Lionel et Bertrand ont déjà dit, je reprendrai ce que Lionel a dit avant sur l'éclairage. Au niveau du groupe, on nous a poussé à remplacer tout par du LED. C'était la priorité absolue des investissements. Donc on avait un site vieillissant qui a 30 ans, on commençait à avoir une chaudière qui tombait en rade, et donc on a décidé avec Jean-Michel, suite à une discussion, de lancer cet audit énergétique pour voir quelles étaient les déperditions et surtout quel serait le meilleur système de chauffage. On allait beaucoup plus loin parce qu'on a aussi audité les process, on a pu mieux comprendre quelle était la répartition de consommation selon les ateliers. Or, nous, on établit nos prix de vente dans l'automobile selon les consommations estimées à l'époque, et on s'est rendu compte que c'était complètement erroné. On avait une clé de répartition qui n'était pas du tout celle qu'on pensait, et donc des rentabilités de produits qui n'étaient pas celles qu'on pensait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au cours de cet audit, on a pu mettre en évidence que, bien entendu, des presses d'injection caoutchouc qui chauffent à 200 degrés, ça consomme la majorité de l'électricité, mais surtout qu'au niveau comportement, on avait gardé le luxe de l'époque de production d'hypermasse où on laissait des machines en chauffe puisqu'un moule allait être monté dans les heures qui suivent. Et on s'est rendu compte que des machines étaient maintenues en chauffe quasiment 24 heures sur 24. Donc ça a permis, parce que nous on n'a pas encore installé le monitoring, il est en commande, hein, on attend la livraison, et je crois que c'est prêt. Et donc on n'a pas encore le monitoring en temps réel, mais en tout cas on a déjà pu mettre en lumière pendant cet audit des comportements à changer à très court terme. Donc je ne sais pas si on parle maintenant des résultats qu'on a déjà eus ou si on attend un peu. Enfin, nous, c'est pareil, hein, on avait une idée reçue sur nos étuves de séchage. En fait, on travaille de 4h à 20h et elles restaient en chauffe toute la journée. On les chutait jusqu'à une température de veille lorsqu'elles ne fonctionnaient pas. En fait, aujourd'hui, donc on a automatisé ça pour vraiment les couper complètement quand on les utilise pas, et puis elles redémarrent quand il y a un besoin. Mais en fait, on pensait vraiment que laisser une température de veille, ça consommerait moins que arrêter complètement la chauffe et puis la redémarrer. En fait, c'était vraiment une idée reçue qu'on avait. On pensait vraiment laisser une certaine température pour moins, ça nous permettait de moins consommer.
Ouais, donc pour terminer sur ce point, et puis par rapport aussi à ce qu'a dit Vincent, c'est vrai que c'est une demande qu'on a de plus en plus aussi sur les questions de monitoring énergétique, c'est d'arriver à sortir un prix en kilowattheure, un coût en kilowattheure par pièce, voire même des émissions de CO2 par pièce en fonction de l'énergie utilisée, parce qu'en fait c'est une demande de plus en plus importante, notamment dans le secteur automobile, où il y a aussi cette notion d'avoir du CO2 par pièce. Donc ça c'est vraiment le point important. Et le monitoring, c'est factuel. On met les pinces, on mesure, on arrête la machine, on mesure, on la relance, on mesure, et à la fin, on peut dire si on gagne ou pas arrêter la machine. Et on arrête de se prendre la tête et de tirer des théories de comptoir, de comptoir de fin de journée. On a une mesure, des chiffres et on peut décider. Donc cette première phase de l'audit, en fait, voilà, on a un rendu sur notre compréhension. On échange sur ce diagramme d'énergie qui est vraiment un point important. Et puis ensuite, là, nous, on formalise, souvent on sensibilise sur certains sujets. Donc on a déjà vu des choses et on va peut-être expliquer l'impact de certains réglages sur un groupe de froid ou autre. Et puis on va faire un premier échange sur les premières mesures d'amélioration que nous on envisage en ayant un œil énergétique et souvent qui vont être discutés aussi avec l'industriel qui lui va peut-être avoir un œil plus pratique, qui va peut-être aussi avoir un œil investissement en disant ah ouais là ça m'intéresse qu'on creuse parce que j'ai besoin de remplacer cet outil-là, ou ne creusez pas là-dessus parce que cette machine de toute façon dans 6 mois elle est loin et je ne vais plus en avoir besoin. Donc on recale et ça nous permet en fait d'enchaîner la deuxième partie de l'audit où là on va en fait chiffrer et estimer un certain nombre de mesures. On peut même avoir un lancement de certaines améliorations simples. Typiquement à l'abbaye d'Assé, on a fait des essais avec des billes qu'on met sur les bains et ça a permis de voir en fait qu'on réduisait le phénomène d'évaporation, donc qu'on réduisait la consommation des bains. Ce qui est aussi important dans le cadre d'un audit, est-ce que je trouve qu'il est important quand on a quelqu'un qui a une vision, alors un bureau d'études ou un autre prestataire, mais on a une vision globale, c'est-à-dire qu'on va réfléchir en ayant une vision globale du site. Et sans critiquer, mais si par exemple vous avez un compressoriste qui vient, il va vous proposer de la récupération de chaleur sur ses compresseurs, mais sans forcément avoir la vision de quel est l'endroit où c'est le plus pertinent d'utiliser la récupération des compresseurs. Il va peut-être vous les mettre sur le chauffage parce que les 2 tuyaux de chauffage ils sont pas loin, alors que ça vaudrait le coup d'aller les mettre sur des bains qui sont plus loin parce que les températures de bain sont plus basses. Et on va gagner en pourcentage de récupération sur les compresseurs, et parce que c'est quelque chose qui fonctionne toute l'année. Donc nous, on est vraiment avec une vision systémique, on essaye d'avoir une vision globale et de se dire, attendez, si on fait ça, oui, c'est bien cohérent avec le reste, ou éviter de faire des mesures qui sont incohérentes. Donc ensuite, la deuxième phase de rendu, ensuite on repart un peu chez nous, puis on travaille. Et là, on va sortir des mesures chiffrées. Donc c'est des propositions d'action avec une estimation des coûts de mise en œuvre, les économies associées en euros et en CO2 en kilowattheure, les aides potentielles, s'il y a des C2E, s'il y a des programmes d'investissement qui peuvent aider, avec une approche qui va peut-être être plus ou moins détaillée sur les mesures. On est quand même dans une phase d'audit, donc on est quand même avec un premier tamis à grosse maille. Et puis il y a peut-être des faux sur certaines mesures. On va dire, voilà, là on estime que c'est à peu près tant le potentiel d'économie. Le coût, par rapport à d'autres projets, on peut dans certains cas chiffrer précisément. Dans d'autres cas, c'est peut-être du très spécifique. Donc là, on va dire, on a estimé un coût de temps et ça vaudrait le coup de faire une complémentaire, et une étude complémentaire. Et en fait, là, on donne l'idée, c'est que l'industriel se retrouve avec une liste de mesures qu'il peut déployer et en fait qui va peut-être combiner avec d'autres projets qu'il a dans son usine, pour construire sa stratégie énergétique. Donc je vais mettre 2 exemples, un petit exemple d'action d'amélioration de la performance énergétique qu'on avait proposé. C'est sur les étuves. Donc, tu peux peut-être en parler. Donc tout à fait. Donc c'est ce que je vous disais sur les étuves de séchage chez nous à Electrolys Abbaye d'Assé. Donc les étuves, elles fonctionnaient en continu de 4h à 20h. Et donc elles diminuaient juste de température lorsqu'il n'y avait pas besoin de sécher les pièces. On les diminuait à une température de veille et puis on remontait lorsqu'il y avait un besoin de séchage de pièces. Ce qu'on a mis en place, donc on a automatisé ces étuves. Donc il y a eu quelques heures d'automatisation à mettre en place. Et maintenant, ce qu'on fait, donc, c'est que dès qu'il n'y a pas besoin de séchage, on coupe complètement l'étuve. Et puis également, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit l'étuve qui est la plus chaude, on va dire, pour quand il y a besoin d'un séchage. En fait, c'est l'étuve qui est la plus chaude qui va être mise en chauffe directement. Et avec ça, on a pu voir qu'on a diminué. Alors, exactement les chiffres. C'est petit, ouais, moi non plus, j'arrive pas à voir. Alors, je vais regarder peut-être que. Ça, c'est la mesure qui est là. Donc, on est passé avant automatisation, on était à 47 kWh par jour. Et puis après automatisation de l'étuve, on est passé à 30 kWh. Donc, c'est aussi l'intérêt du monitoring.
La courbe bleue, c'était l'étuve avant. Voilà. Pardon, la courbe bleue, c'était l'étuve avant, qui fonctionnait en continu. Et puis la courbe noire, en fait, on a l'automatisme. Là, il n'y a pas de pièce, boum, ça s'arrête, ça redémarre, ça s'arrête, ça redémarre. Et en fait, ça permet aussi vraiment concrètement de vérifier l'impact de la mesure. Et puis en fait, en conservant le monitoring, ça permet aussi de continuer à suivre qu'on a bien ce comportement qui perdure dans le temps. L'intérêt du monitoring, c'est à la fois pour connaître les consommations, à la fois pour mesurer l'effet des mesures d'amélioration, et c'est aussi pour garantir que les mesures d'amélioration qu'on fait, elles ont une performance qui va être relativement constante dans le temps. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a automatisé une chaîne qui avait 3 étuves. On a la chaîne C20 qui est en cours d'automatisation où il y a 4 étuves de séchage. Donc on s'attend à des résultats similaires là-dessus. Donc ça, c'était vraiment... voilà, on s'est rendu compte déjà que les étuves, c'était un gros consommateur qu'on ne savait pas forcément. Hein. En termes d'électrolyse, on pensait également que nous, c'était vraiment le mécanisme d'électrolyse qui était le plus gros consommateur. La chauffe des bains également. Mais que les étuves consomment autant que ça, donc on ne le pensait pas. L'automatisation, bon, ça nous a pris une journée d'automaticien, on va dire, même à peu près une journée d'automaticien, pour arriver à des résultats vraiment plus qu'intéressants, quoi. Et puis maintenant, on est même sur autre chose, hein, puisqu'on essaye de couvrir les étuves. On est arrivé à d'autres actions en fait, qu'on met en place en continu. Et comme je vous disais, c'est des actions qui viennent vraiment maintenant des personnes de terrain et qui trouvent des petites actions à mettre en place, mais qui sont vraiment pas anodines au point de vue des gains, quoi. Passe sur la slide d'après. Là, je pense que c'est Vincent qui pourrait peut-être en parler. C'est un peu dans la même veine, hein, mais ça me semblait des actions vraiment très concrètes et puis des exemples dont on parle. C'est sur de la mise en veille sur les machines d'ESMA. Donc, comme j'ai dit auparavant, on avait pour habitude de laisser des machines en chauffe pour pouvoir déplacer des moules en urgence en cas d'urgence automobile. L'urgence automobile, c'est que si on panne un client, c'est 2 000 € la minute, l'arrêt. Donc concrètement, il faut toujours garder cette flexibilité, cette capacité à produire vite. Et donc, quand on a fait l'audit énergétique, on a voulu cibler, on a voulu évaluer quel était le coût, entre guillemets, de ce confort de maintenir des presses en chauffe plutôt que de les éteindre et de les rallumer. Donc, traduction, au bout de combien de temps il est plus judicieux d'éteindre une machine, puis de la rallumer, que de la maintenir en chauffe. Et donc, avec l'étude, on a enfin pu répondre à cette question qui est de 3h30. Or, nos équipes durent 8 heures. Donc très concrètement, aujourd'hui, en chaque fin d'équipe, on éteint toutes les machines. Parce que ça coûte beaucoup moins cher de redémarrer 3h30 plus tard que de la maintenir en chauffe et de redémarrer peut-être au-delà de 3h30. Donc je vais quand même parler du retour sur investissement. Pour l'instant, nous n'avons fait aucun investissement au niveau du site dans toutes les mesures qui ont été préconisées, tout simplement parce qu'appartenant à un grand groupe, il y a un process de validation qui est un peu long. Néanmoins, uniquement par changement des comportements, on suit, nous, le ratio du kilowattheure par heure machine. On est arrivé à 17% de baisse. Attention, ce n'est pas uniquement des changements de comportement, puisqu'on a aussi eu une concentration de la production par rapport à l'année passée qui était désastreuse suite aux pénuries de semi-conducteurs. Donc, il y a un mix d'amélioration de la production d'une part, et d'autre part, des économies d'énergie qu'on a réalisées. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a des résultats liés au nombre d'heures machines qui sont à moins 17%. Dans les autres mesures, donc ça c'est lié uniquement au process. Le process chez nous c'est 80%, l'éclairage c'est 0,5% et le reste c'est les aspirations, c'est les compresseurs, c'est les utilités. Et donc les autres mesures qui sont à suivre, puisqu'on a un site vieillissant qui a 30 ans, on a une chaudière à remplacer, on a des compresseurs qui vont arriver en fin de vie et aujourd'hui on sait vers quel genre de technologie se rapporter. Ce qui a été dit tout à l'heure par Lionel concernant la récupération de chaleur est très juste. Ceux qui fabriquent les compresseurs vont vous dire « Ah bah l'air, vous le rejetez dans le magasin ». C'est ce qui a été fait sur nos anciens compresseurs. Les magasins, on a des portes sectionnelles qui s'ouvrent à l'extérieur en Alsace, il fait 0 degré. Donc le camion arrive, on ouvre et toute la chaleur qu'on a envoyée dans le magasin est complètement perdue. Et donc typiquement, ce qui a été proposé dans le cadre de l'audit, c'était de faire un échange avec des conduites d'huile pour venir ensuite alimenter des aérothermes dans l'atelier et non pas dans le magasin. Au magasin, ils se contenteront d'une grosse doudoune. Donc concrètement, ça permet de mieux orienter nos investissements futurs liés aux utilités et de le faire en tenant compte de l'ensemble du site. En tenant compte du chauffage, de l'air qui est extrait de l'usine, donc de l'air chaud qui est extrait de l'usine, qui est rejeté dans l'atmosphère parce qu'il y a des fumées de vulcanisation, de l'air neuf qu'on réinjecte, et des utilités qui doivent normalement ne pas produire de chaleur mais qui en produisent quand même, notamment les compresseurs, les groupes froids et autres, qu'on peut réutiliser pour boucler sur le chauffage. Et enfin, il y a une étude à beaucoup plus long terme qui est d'utiliser le refroidissement des machines parce qu'elles montent à 200 degrés
pour chauffer l'usine, sachant qu'on a 8 mètres de hauteur sous plafond, la convection n'est clairement pas une solution. Donc il va falloir, ça c'est les prochains projets. Et un dernier point qui est qu'on parle beaucoup de photovoltaïque et d'investissement. On a fait un calcul de retour sur investissement de mettre le photovoltaïque sur la toiture. C'est à peu près 6 ou 7 fois le ROI de toutes les autres mesures, beaucoup moins onéreuses à mettre en place de manière intelligente au niveau de l'usine, sur les utilités. Donc ça nous a permis un peu de casser des idées types qui est de dire faut mettre des panneaux solaires, faut mieux isoler les murs. Pareil, l'enveloppe des bâtiments, on a fait ce volet-là avec vous. L'enveloppe des bâtiments d'une usine, ça n'a aucun intérêt. Nous concernant en tout cas, ça n'a aucun intérêt. Alors que mieux investir dans les utilités, dans des machines pour récupérer la chaleur, c'est parfaitement pertinent. Donc voilà ce que je retiens de cet audit et des résultats qu'on a obtenus. Et maintenant, on passe sur la phase qui est un peu moins drôle, qui est qu'il faut dépenser de l'argent pour gagner encore plus. Mais bon, ça c'est le jeu. Merci Vincent. Donc voilà, oui, là on voit des exemples. On a parfois des mesures qui sont pas très compliquées et pas forcément très onéreuses, mais qui peuvent avoir un impact relativement fort et un temps de retour. Voilà, on a les temps de retour entre 6 mois et puis 14 mois, c'est pas mal. Bon après voilà, on fait après une synthèse des mesures et puis vous vous retrouvez avec l'ensemble des mesures proposées avec des notions d'économie d'énergie, d'investissement, de gain de tonnes de CO2. Donc ça vous permet en fait de construire votre plan. Et c'est fini. Voilà. Je vais passer la parole à Bertrand, puisque Vincent a parlé, lui, d'avenir, effectivement, et de la projection au-delà de l'audit, et Bertrand va faire le même exercice. Donc nous, on a très vite mis des petites actions en place, on a pu voir. Donc l'automatisation des étuves, la couverture de nos bains de traitement, qui est en cours actuellement, mais ça nous a permis de diminuer par 3 la consommation pour la chauffe de nos bains. Donc des bains qui étaient chauffés, donc ça veut dire qu'on aspire ces bains-là, enfin il y a des aspirations d'air qui sont reliées à ces bains pour laver l'air avant de la rejeter dans le milieu naturel. Le fait de les couvrir, ça va nous permettre également de diminuer la consommation de nos laveurs d'air. Donc ça, c'est en cours d'étude. On va pouvoir diminuer fortement la consommation des laveurs d'air en les mettant sur des variateurs. Donc ça, c'est des petites actions qui sont en cours. Puis des actions sur du plus long terme. Donc on a un projet à l'électrolysabilité, c'est d'une chaudière au miscanthus. Donc c'est un roseau qu'on plante aux alentours de l'entreprise. On plante des roseaux autour de l'entreprise pour pouvoir se chauffer avec ça dans les années futures. Et puis une chaudière mixte bois miscanthus. Et on avait comme projet plutôt de chauffer le bâtiment, le monastère et l'entreprise avec cette chaudière biomasse. Et suite à l'audit, en fait, il y a eu l'idée de dire pourquoi pas également chauffer nos bains de traitement via des échangeurs à eau. Donc maintenant, on est parti sur un autre projet qui va être tout autre. Donc ça veut dire chauffer l'usine, mais également chauffer nos bains avec, et éviter donc tout ce qui va être résistance électrique. Et donc on va pouvoir chauffer nos bains de traitement via des échangeurs à eau demain. Donc ce qui signifie donc on va plus utiliser l'énergie électrique pour la chauffe de nos bains, mais également d'un point de vue assurance, puis j'allais dire d'un point de vue risque incendie, puisqu'on n'aura plus de résistance électrique dans les bains, qui est un gros risque pour le traitement de surface, notamment une résistance. On est lié au problème incendie avec des résistances qui restent dans les bains et puis ça va finir par brûler la cuve si jamais il n'y a plus de bain dans la cuve. Donc là, c'est un gros projet qui est en cours pour les années futures. Et l'audit nous a permis de pouvoir déjà monitorer et savoir quelle puissance on aura besoin pour la chauffe de nos bains, et également pour partir sur la chauffe des bains qu'on n'avait pas forcément eu l'idée au départ, puisque c'était juste la chauffe de bâtiment. Merci Bertrand. Lionel, tu voulais rajouter un petit point ? Ouais, juste un petit point, parce qu'on est quand même sur un salon BI 4.0 sur la digitalisation. Le matériel qu'on utilise, nous on bosse avec une entreprise des Vosges qui s'appelle eWatch. Donc en fait, c'est avec eux qu'on travaille sur le matériel de monitoring et la plateforme. Et c'est une solution qui est relativement bien adaptée en termes de coûts et puis de solutions à des PME, avec lesquelles on travaille. On bosse avec eux depuis quelques années. C'est une solution qui peut être intéressante, je pense, pour les industriels qui cherchent à mettre du monitoring en place. Très bien. Avant de conclure cette réunion, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? En quel cas, je vous passerai le micro pour les poser. Sachant qu'on n'est pas très nombreux dans la salle, mais il y avait une vingtaine de personnes apparemment en streaming. C'est dommage qu'eux ne peuvent pas poser des questions. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Pas de questions. De toute façon, on est à votre disposition derrière, si bien les uns et les autres pour répondre aux questions. Alors, moi, je voudrais tout d'abord remercier beaucoup
les 4 personnes là, qui m'entourent et qui ont vraiment joué le jeu, qui ont accepté de participer aujourd'hui. Hein. Vraiment, merci à tous, merci beaucoup. C'est à la fois, je pense que là, vous avez la démonstration de ce qu'on peut faire sur ce thème, comment on peut vous aider, que ce soit avec les équipes de la CCI ou avec, pour nos adhérents, pour le véhicule du futur, les opérations qu'on mène. En tout cas, c'est pas, je dirais, l'un ou l'autre, on est très complémentaires dans ce qu'on fait et on échange beaucoup sur les dossiers communs. Et en tout cas, notre but, c'est d'aider au maximum les entreprises à chaque fois. Chaque entreprise est différente, elle a une approche différente, elle a une histoire différente vis-à-vis de l'énergie. On l'a bien vu. Et puis en tout cas, voilà, sachez qu'on est là pour vous aider. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais terminer sur une petite note un peu anecdotique, mais qui m'avait beaucoup frappé chez Electrolyse Abbaye d'Assay, parce que vous avez compris que Electrolyse Abbaye d'Assay, c'est quand même un peu particulier, puisque cette entreprise industrielle appartient à une communauté monastique, et donc le directeur général, c'est le père supérieur de la communauté. Et on est un peu souvent, je trouve aujourd'hui, un peu morose, on est un peu en dedans là des fois là. Et j'étais chez eux quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc je lui pose la question, je lui dis, Père Godefroy, vous qui avez peut-être un peu plus de recul finalement que nous là-dessus, est-ce que c'est quand même pas à désespérer de l'humanité? Alors il a souri, hein, puis c'est quelqu'un qui a un passé, hein, c'est un ancien commando de marine hein, avant d'être le père supérieur de cette communauté. C'est quelqu'un qui a un peu vécu. Et il m'a dit, Monsieur Rowe, il ne faut jamais désespérer de l'humanité. Parce que oui, elle est capable du pire, et je sais de quoi je parle, mais elle est aussi et surtout capable du meilleur. Voilà, donc ça m'a bien boosté ce jour-là, et voilà, on va continuer à essayer de bosser pour le meilleur. Merci à vous tous.